Merci d'être, merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes très demandé. Je rappelle que vous avez été, quand je disais que vous avez exercé les plus hautes fonctions militaires, vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air, et puis vous avez été commandant suprême allié transformation au sein de l'OTAN, c'était en 2012 à 2015. La géopolitique de l'énergie, elle devient presque aussi importante que la géopolitique des relations internationales. En quoi, pour vous, c'est devenu absolument central, général ? Ben, tout simplement parce que ça contribue, comme M. le ministre vient de le dire, à la souveraineté nationale et d'une manière plus générale, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, à la réalité d'une autonomie stratégique. Ce terme, je sais qu'il a été contesté pendant des années. Moi, j'y ai toujours cru. Et pourquoi ? Pourquoi je crois que le débat aujourd'hui mondial se focalise sur cette notion d'autonomie stratégique ? En fait, pour les Français, ça ne doit pas être très étranger, en tout cas ceux qui apprennent de l'histoire, apprennent l'histoire et apprennent de l'histoire, puisque c'est exactement la démarche entreprise à la fois par la 4e République, poursuivie et concrétisée par le général de Gaulle, cette démarche qui visait à donner à la France des outils de son autonomie stratégique, et il le disait d'ailleurs dans ces termes-là, et au premier rang desquels l'énergie, la dualité du nucléaire, civil et militaire, militaire et civil, les composantes, dont la composante aéroportée d'ailleurs, c'est une grande fierté de notre dissuasion nucléaire, et dans le même temps, le développement du CEA, le développement de notre filière civile. Il en était de même dans l'aéronautique, dans l'espace, dans tous les domaines qui étaient stratégiques à l'époque pour que la France porte ses responsabilités, porte sa voix et puisse compter dans le concert des nations. Eh bien, tout ça, en fait, n'a fait que s'amplifier. Et aujourd'hui, nous avons des blocs, des superpuissances, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. C'est les deux, pour moi, mastodontes, vous l'avez bien compris, qui n'ont de cesse que non seulement de garantir leur autonomie stratégique, mais qui plus est, et c'est là que ça commence à devenir à la fois important et grave, de venir grignoter, empiéter sur notre autonomie stratégique, que ce soit à l'échelle européenne ou nationale. Et moins nous serons unis à l'échelle européenne, et plus, évidemment, on nous divisera pour régner. C'est vrai pour la Chine, c'est déjà le cas en partie, c'est vrai pour les États-Unis. Je ne parle pas de la Russie, que je ne considère plus comme une puissance de ce niveau-là, même si elle a des moyens et malheureusement qu'elle ne les emploie pas à bon dessein, et peut-être l'Inde qui pourrait mériter ce qualificatif, mais elle n'est pas encore acquis sa maturité. Donc, l'autonomie stratégique, pour moi, c'est un but et un chemin. Le but, préserver nos intérêts nationaux au sein d'un ensemble constitué qui s'appelle l'Europe, l'Union européenne, l'Europe, à voir. Préserver nos valeurs et nos intérêts. C'est ça l'enjeu. C'est pas de se vendre aux plus offrants, c'est pas de se disperser, là où depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons au contraire joué collectif en quelque sorte pour préserver notre sécurité, notre défense, et continuer à prospérer. Et en fait, cette autonomie stratégique, quand on en parle, on pense souvent effectivement à la défense, à la sécurité, en disant oui, on voit bien, et évidemment la composante des dissuasions joue un rôle, même si elle ne peut pas garantir, et Dieu sait si l'actualité nous le montre, de tout. Le nucléaire dissuade du nucléaire, et c'est déjà pas mal. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on dit sur les meilleures chaînes de télé, vous les écoutez très bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette dimension stratégique militaire, elle ne vit pas toute seule. Et c'est là que je voulais en venir ce matin, c'est qu'elle doit s'appuyer, et l'ensemble de cette vision, quand je parle de but et de chemin, il doit s'appuyer sur les piliers de ce qui fait la France, de ce qui fait l'Europe aujourd'hui, et de ce qui doit continuer à se développer. Et j'entends par là, évidemment, la défense et la sécurité, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens, c'est ce qui nous a permis, je l'ai déjà dit, de vivre en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il
il y a des guerres à droite et à gauche, mais qui n'affectent pas directement le territoire européen et donc nos populations, mais aussi l'énergie. L'énergie, elle est partout. Et là aussi, moi je voudrais remercier tous ceux qui sont représentés aujourd'hui, parce que je mesure combien votre travail constitue un fil de vie pour la résilience de notre pays, dans toutes les circonstances. On en vit aujourd'hui, on en a vécu d'autres, sous toutes les contraintes, par tous les temps, face aux catastrophes naturelles. Et par là même, saluer tous ceux qui, sur le terrain, et j'y suis beaucoup attaché, font ce travail pour garantir la permanence, la résilience et donc la sécurité aussi de nos concitoyens. On ne peut pas dissocier aujourd'hui, moins que jamais, énergie, défense, sécurité. Il y a d'autres ingrédients, bien sûr, et qu'on ne pourrait oublier, parce que ce sont eux qui vont nous aider à construire ce chemin de l'autonomie stratégique, c'est l'innovation. Et je ne pourrais qu'insister sur le besoin non seulement de la stimuler, mais de l'accepter, cette innovation, d'accepter d'autres voies que les voies classiques qui ont été développées au fil du temps par des organisations et qui ont eu ce mérite d'avoir cette vision justement stratégique, et de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, et on en a des exemples dans tous les domaines, il y a des jeunes pousses qui ont des manières différentes, des approches différentes, et qui peuvent apporter leur contribution et ne pas les négliger. Il faut leur donner cette chance. Ça, c'est ce que j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais commandant de la transformation de l'OTAN. C'est vrai que j'étais assez fasciné par les agences de recherche, de développement, pour ceux qui connaissent la DARPA, ou l'IARPA, qui est responsable de l'énergie, très concentré en ce moment sur la fusion. Alors ça paraît très lointain et tout ça, mais je peux vous dire qu'ils y croient beaucoup. Et puis, et surtout, qui sait activer tout un réseau de sociétés innovantes, et parfois même des sociétés innovantes qui s'ignorent, enfin qu'ils ignorent qu'elles pourraient avoir une contribution utile et efficace dans notre domaine, dans ce domaine de l'énergie. Donc il y a, je crois qu'une des leçons de l'histoire récente, et moi en tout cas de mon travail au sein de l'OTAN, c'est que le travail en équipe multidisciplinaire, en n'hésitant pas à élargir très sérieusement le champ de cette vision, il a ses vertus. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant des spécialistes de différents niveaux. Je n'avais même pas imaginé qu'ils puissent m'apporter de quoi alimenter une vision stratégique différente, ou en tout cas plus consolidée de ce que devait être l'avenir de l'OTAN, de ce que devait être l'avenir des armées françaises par rapport à ces défis. Dernier élément, et je m'en voudrais de ne pas le citer dans cette quête vers l'autonomie stratégique, c'est évidemment les technologies du numérique. C'est un domaine auquel je m'intéresse depuis longtemps, et mon passage là aussi aux États-Unis m'avait ouvert les yeux, même si c'était en 2014, et il s'est passé bien des choses depuis. On ne peut pas, personne ne peut aujourd'hui ne pas intégrer cette dimension. Il faut bien appeler un chat de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier, qui peut être fort bénéfique, qui peut aussi avoir ses risques, mais soyons conscients, et les sommes investies d'ailleurs aux États-Unis doivent nous interpeller quelque part, peut-être nous faire peur également, que cet outil-là, il est là pour nous faciliter la vie si nous le souhaitons, si nous le maîtrisons, qu'il peut apporter sous sa forme de collaboration, d'intelligence collaborative, d'intelligence augmentée, effectivement accélérer les processus, là aussi accélérer l'innovation. Mais je ne saurais que trop nous engager et vous engager sur cette voie. Je suis certain qu'il y a des progrès à faire dans l'efficience, dans la qualité du service, dans la résilience. Mon dernier point, c'est vraiment que la résilience de notre pays, la résilience de notre Europe, elle repose sur cette capacité d'autonomie stratégique, en partant du principe que l'autonomie stratégique des uns s'arrête où commence celle des autres. Et il y en a, j'ai parlé des deux puissances, qui enfreignent d'ores et déjà, sans faire peur à personne, c'est une réalité, qui enfreignent déjà notre autonomie stratégique, et depuis trop longtemps, pour qu'on ne réagisse pas. Et je crois qu'on a tous intérêt à jouer collectif, en France, en Europe,
prendre ce qu'il y a de bien dans chacun des domaines. La défense a beaucoup à apporter par son expérience, mais elle a beaucoup de besoins également, et que vous devez l'aider à satisfaire. Et je pense que la voix qu'a dressée le ministre, ce que j'ai entendu ce matin, me rend très optimiste sur notre capacité, en tout cas, à relier les hommes, c'était un peu votre slogan, et les femmes, et à créer une dynamique positive d'autonomie stratégique. Général, peut-être une ou deux questions. Est-ce que vous ne redoutez pas que, alors à condition évidemment que le détroit d'Ormuz de nouveau soit ouvert, ce qui visiblement n'est pas encore le cas, ou n'est pas de nouveau le cas, est-ce que peut-être le pétrole va de nouveau couler à flot, donc il y a un risque peut-être que du coup, il y a un retour à ce qui se passait avant, quoi. Finalement que rien ne change. On a connu un pic, une volonté d'électrification, et puis qu'on reprenne un peu nos mauvaises habitudes. Oui, vous avez parfaitement raison. Le risque, c'est de penser que tout ça, ce sont des épisodes sur le chemin. Ce pas des épisodes, c'est des vraies crises. Et le détroit d'Ormuz ne sera plus jamais ce qu'il a été. Il sera sous contrôle d'une manière ou d'une autre. Mais non, ça doit simplement nous inciter à aller dans cette voie et à se poser les bonnes questions. On a déjà quand même, si on regarde bien, diversifié finalement nos approvisionnements. Mais on n'a peut-être pas passé l'étape suivante, qui est de se dire, c'est bien de diversifier les approvisionnements, mais finalement, quel est le but ultime? Or, le but ultime, finalement, c'est de travailler avec des produits qui sont raffinés ou qui sont adaptés à des besoins spécifiques. Et ça, cette capacité-là aussi, qui fait partie de cette maîtrise stratégique, on l'a un peu laissé de côté. C'est ça qui nous pose plus de problèmes aujourd'hui que la matière brute elle-même. Donc ça pose des tas de questions et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, quand j'étais aussi bien au sein de l'armée de l'air que de l'OTAN, j'ai beaucoup insisté sur, quand on me disait on va faire un retour d'expérience. Oui, bien sûr que le retour d'expérience, c'est précieux, c'est utile, c'est indispensable, c'est comme ça qu'on progresse, mais avec beaucoup de sincérité et en ne mélangeant pas les leçons identifiées et les leçons apprises. Les leçons apprises, c'est celles dont on démontre l'efficacité dans l'adaptation. Et c'est exactement le point qui est soulevé quant à la crise du détroit d'Ormuz. Optimiste ou pessimiste? Oui, on ne va pas faire un débat sur BFM, mais sur un plateau de BFM. Mais malgré tout, est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire comment vous voyez et vous appréhendez ce qui se passe aujourd'hui? Il y aura forcément un deal entre la République islamique et puis Oman ou quelque chose comme ça qui nous démontrera que d'ores et déjà dans le détroit d'Ormuz, il y a des mesures à prendre et donc il y a un prix à payer. Mais à ce tarif-là, d'ailleurs, pourquoi pas faire au passage du Cap Horn ou du Cap de Bonne-Espérance, hein, si on doit faire payer tout, sous forme de service, tout simplement la liberté d'action et la liberté de circuler dans les eaux internationales. C'est un peu la même chose dans l'espace aérien. Je pense qu'on aura perdu, en tout cas, cette capacité de manœuvre. Ce que je sais, en tout cas, c'est que quelqu'un va payer la facture de la reconstruction de tout ce qui est en train de se passer. Et ça serait mieux que ce ne soit pas nous, quoi. Merci beaucoup, Général Paloméros, d'avoir été avec nous et comme toujours avec vos interventions très claires et en même temps un peu inquiétantes. Merci beaucoup.